Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. On applaudit avec ces applaudissements bien sûr en hommage à l'équipe qui a créé cette magnifique Cité de la Réussite et c'est un vrai bonheur pour vous, j'en suis sûr, pour les intervenants, comme pour nous journalistes de venir y apprendre beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, quelle horreur. Et comme tous les journalistes, je ne connais rien à rien, vous voyez. Et comme je connais rien, en fait, j'ai fait ce boulot pour apprendre tous les jours. Et je viens très humblement, comme vous, poser des questions, sauf qu'en plus, moi j'ai la chance d'être là, habillé en chanteur corse, vous en conviendrez. Voilà, pour venir apprendre avec ces deux messieurs. Petite règle du jeu avant de commencer, si vous voulez tous mettre, s'il vous plaît, vos téléphones sur silencieux, ça m'arrange. Voilà, et je pense que ça arrangera tout le monde dans le débat. On va, et c'est pas mal ces intervenants vérifiés, en effet, au cas où on vous appelle, pour savoir si vous n'avez pas oublié le pain ce soir. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette table ronde. On va parler d'audace et notamment d'audace de la simplicité ensemble. Pas facile. Pas facile que d'en parler là. Nos deux intervenants, nos deux invités à nos côtés ont beaucoup de choses à dire. D'abord parce qu'ils ont commis beaucoup de choses dans leur vie, mais ils ont aussi commis des ouvrages. Yves Morieux, quelque chose me dit qu'on s'est inspiré du vôtre, qui s'appelle justement Smart Simplicity, 6 règles pour gérer la complexité sans devenir compliqué. Voilà, vous devriez l'envoyer dédicacé à quelques-uns qui nous gouvernent. Voilà, et puis gagnants et perdants ou les challenges de la réussite, Jean-Claude Seyss. Voilà.
Vous ne savez pas, c'est moi qui l'ai acheté, vous étiez au courant? Très bien. Yves, vous êtes directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. Un petit mot d'ailleurs sur BCG pour qu'on vous connaisse mieux. Vous avez même le micro, ce serait plus simple. Pardon. Oui, bonsoir. Le Boston Consulting Group a été créé en 1963 et c'est aujourd'hui le leader mondial du conseil en stratégie. Où je dirige, étant basé à Washington aux États-Unis, le Institute for Organization du BCG. Merci. Et puis, je vous présente évidemment Jean-Claude Seyss, qui est le fondateur de Covea, mais vous êtes ici au titre de président de l'Institut Diderot. Un mot, quel est cet institut? Pardon, bonjour à tous. Eh bien, il s'agit d'un think tank qui a pour vocation de faire un peu de prospective et de développer les approches transversales des phénomènes sociétaux. Et on a donc beaucoup de choses à se dire en parlant d'audace, mais je voudrais qu'on se remette tous à jour et nos logiciels à jour. On est venu souvent par curiosité à la Cité de la Réussite. On ne s'est pas trompé de porte si on est venu ici, mais on est quand même venu avec la naïveté des étudiants que pour beaucoup nous ne sommes plus. Voilà, et on a envie de comprendre beaucoup de choses. D'abord, de quoi parle-t-on finalement quand on parle d'audace? Quel est votre point de vue à l'un et à l'autre? Non seulement sur l'audace, qui est la thématique de la Cité de la Réussite, mais en plus sur la thématique de cette rencontre spécifique, l'audace de la simplicité. Yves Morieux. Le film a fait réfléchir un peu plus d'ailleurs à ce qu'est l'audace. Il y avait tellement de... Et la manière dont le film résume l'audace, c'est une attitude face, etc. Je pense que je suis totalement en désaccord avec cette vision-là. Pour moi, l'audace, c'est pas une attitude, ça renvoie à une vision un peu platonicienne. Il y a des gens qui sont nés avec l'attitude audacieuse et d'autres, ben non. Non. En fait, pour moi, l'audace, c'est bien plus collectif. Ça repose sur la coopération, la cohésion, la diversité face à des obstacles, mais en s'appuyant sur une conviction interne forte face à un maximum d'obstacles extérieurs. Donc c'est ça pour moi, il faut de l'audace. Donc oui. C'est la raison plus le courage. Et l'audace de la simplicité dont on va parler là? Pour simplifier, en fait, il faut enlever. On sait tous la définition que donnait Saint-Exupéry. La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il ne reste plus rien à enlever. Donc simplifier, c'est enlever. Or, ça fait bien plus peur d'enlever que d'ajouter. Quand on ajoute, on se dit bon on pourra toujours en rajouter plus si on n'a pas ajouté assez, ou si on en a rajouté trop, il sera toujours temps d'en enlever. Mais quand on enlève et si tout s'écroule, alors il est trop tard. Donc il est bien plus anxiogène d'enlever, c'est-à-dire de simplifier, que de rajouter et donc de compliquer. Donc c'est en ce sens que la simplification est au cœur du thème de l'audace et vice versa. Et on va en reparler évidemment tout de suite. Jean-Claude Seyss, votre regard, votre définition de l'audace dont on parle tout ce week-end. Pour moi, l'audace, c'est d'accepter de faire des choses en situation d'incertitude et, disons, en méconnaissance de cause. J'ai toujours dit que je prenais beaucoup de décisions en méconnaissance de cause. Et la société aujourd'hui refuse absolument tout ça. Le principe de précaution qui nous conduira je ne sais pas où, c'est on ne fait rien dont on ne connaît pas les conséquences. Comme on ne peut pas faire l'inventaire exhaustif en situation de complexité, les conséquences de ce qu'on va entreprendre, avoir de l'audace, c'est y aller quand même. Et ça nous amène à la définition de notre rencontre sur l'audace de la simplicité, selon vous? Oui, alors là, j'ai peut-être une vue un peu différente de mon collègue. En réalité, il faudrait poser la simplicité par rapport à la complexité et par rapport à la complication. Qu'est-ce que c'est que la complexité? La complexité, c'est l'état d'un phénomène, d'un organisme, d'une structure qui contient énormément d'éléments dont les rapports sont difficiles à déterminer. Alors si c'est compliqué, on arrive à les déterminer. Il n'y a pas d'incertitude. Une horloge d'autrefois comporte énormément d'éléments, énormément de rouages. C'est un mécanisme compliqué, mais ce n'est pas un mécanisme complexe. Le mécanisme complexe conserve un certain degré d'incertitude pour les relations, les interrelations entre les différents éléments. Et c'est donc très spécifiquement la caractéristique du vivant, la caractéristique de l'homme, la caractéristique de la vie en société et des interactions entre les hommes. Voilà. Et la simplicité, ça va être essayer d'éviter la complication et non pas la complexité, parce que la complexité, elle nous est donnée. Vous voyez ? Et le grand drame de notre époque, c'est d'espérer maîtriser la complexité par la complication. Tout un programme, évidemment. Je voulais vous remercier pour la simplicité de votre réponse également, cher Jean-Claude Seyss.
Face à ce problème très complexe et compliqué, bien sûr. Vous connaissez la règle du jeu, la cité de la réussite. Je ne suis pas venu que pour me faire plaisir en tant que journaliste, d'ailleurs on s'en fout. On est surtout là pour faire plaisir à des étudiants qui ont préparé la rencontre. Et ce sont des questions d'étudiants, d'abord, qui vont nous permettre d'ouvrir le débat, avant ensuite de laisser la parole à ceux qui sont beaucoup moins étudiants, qui sont derrière vous, évidemment. Ils sont ici, très représentatifs, d'ailleurs tous habillés en premier de la classe en noir et blanc, donc comme moi. Voilà, merci mademoiselle d'être la seule et l'unique dans ce panel, et on est très heureux de vous avoir, bien sûr. C'est même à vous que je vais offrir la parole, si vous voulez bien, pour poser votre première question à nos invités, à vos invités. On vous apporte le micro, si vous voulez bien, et je vous invite aussi à vous présenter. Nous n'avons pas le micro, mais on va l'avoir. Vous allez tous vous présenter, et puis ensuite interpeller nos invités, bien sûr. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Anne Dupasquier, donc étudiante à l'école polytechnique. Je commence par une question peut-être un peu surprenante et... Enfin, voilà, Nous en jugerons. Ma question donc, est la suivante. Pourquoi y a-t-il dans notre société, d'une part, des personnes qui sont attirées par la simplicité et d'autre part, des relations très complexes avec des personnes entre guillemets simples, par exemple, car porteuses d'un handicap mental? Et la suite de ma question... En quoi ces deux simplicités, donc celle à laquelle nous aspirons et celle à laquelle nous sommes confrontés, sont-elles différentes et pourquoi donc des différences de comportement? Comment essayer de relier ces deux choses? Vous avez 4 heures pour répondre chacun. Je vous propose. Ce que j'aime beaucoup dans cette cité de la réussite, c'est qu'on a plein de sujets du bac. En fait, dans toutes les questions des étudiants, et je vous remercie. Pardon, permettez-moi évidemment mon impertinence. Qui souhaite commencer à répondre? De toute façon, vous y passerez tous les deux. Jean-Claude Seyss, je vous en prie, il est en face de vous. Oui, je ne comprends pas très bien le rapprochement que vous faites entre des personnes simples, généralement on désigne comme ça des personnes qui sont mentalement attardées et qui ont un QI faible, mais qui sont en réalité des personnages très complexes. Et je ne pense pas qu'on puisse approcher la simplicité pathologique, en quelque sorte, comme étant un phénomène simple. C'est bien le contraire. Et ça n'a, à mon avis, rien à voir avec la simplicité des organisations. Et je crois que la complexité, donc pourquoi est-ce qu'on aspire à la simplicité? Parce qu'on maîtrise. Et pourquoi on rejette la complication? Parce qu'on perd le contact, on perd la maîtrise des choses. Et la complexité, notamment, elle a beaucoup d'origines, on pourra peut-être revenir là-dessus, et l'une de ces origines, c'est vouloir bien faire, vouloir tout corriger, vouloir tout maîtriser. Et il y a un moment où la complexité elle-même empêche la réalisation de ses propres objectifs. Yves, souhaitez-vous compléter? Je pense que vous avez bien reformulé, mais effectivement, c'est apparemment à première vue paradoxal qu'on recherche la simplicité et que quand on a quelqu'un simple d'esprit, on le rejette. Donc, mais je pense que ce paradoxe n'est qu'apparent. Effectivement, c'est une déficience d'un côté et de l'autre, c'est un besoin pour réussir à faire face à cette nouvelle complexité du monde, des affaires, qui, lorsqu'elle est confrontée aux solutions traditionnelles de l'entreprise, du management, de la politique, toutes celles qui sont enseignées dans ces écoles, en fait, ces solutions-là, lorsqu'elles se confrontent à la nouvelle complexité du monde, elles créent de la complication. Elles créent, donc on essaye en fait de contrôler la complexité. La complexité ne se contrôle pas. On y fait face par de l'intelligence. Et justement, les outils traditionnels du management, les règles, les structures, les procédures, c'est comment éviter de faire appel à l'intelligence des gens. Comment ne pas devenir dépendant du besoin d'intelligence des gens. Et donc, c'est en ce sens que on recherche la simplicité, mais non pas par les méthodes de contrôle traditionnelles qui ne créent que de la complication, mais on recherche la capacité à faire face à cette complexité, parce que plus on arrive à faire face à la complexité, plus on crée de valeur. Alors on verra si on y revient, mais la création de valeur, c'est lié à la complexité. La complexité, elle crée de la valeur. On peut aller un peu plus loin dans les questions. Allez-y, jeune homme, on vous apporte le micro. Je vous en prie, je vous invite également à vous présenter. Bonjour. Bonsoir. Jean-Baptiste, école polytechnique. Emmanuel Macron nous a dit le mois dernier qu'il y a trop de normes qui s'accumulent en France, que c'est un danger pour l'économie. Il a dit que la complexité est une maladie française. Alors la France est-elle plus complexe que les autres pays? Est-elle plus compliquée? Et la France est-elle moins audacieuse que les autres pays? Vu de l'extérieur, Yves Morieux, vous qui parcourez le monde en permanence, vous changez d'avion, de valise et de chemise tous les jours, peut-être votre regard là-dessus et puis le regard que vous avez, vous, Jean-Claude, avec les équipes, notamment de l'Institut d'Hydro.
Je pense que bon, le problème du ministre, c'est pas de faire de la sémantique, mais sémantiquement, il confond complexité et complication, justement, la distinction que vous faisiez. Quand Macron dit que la France souffre de 3 maladies, dont la complexité, en fait, ce à quoi il fait référence, c'est la complication. La complexité, c'est les problèmes, c'est les enjeux auxquels on est confronté. Ces enjeux sont de plus en plus nombreux et de plus en plus contradictoires. C'est ça la complexité. Dans une entreprise, il faut avoir une cohérence globale et une adaptation locale. Il faut de la vitesse et de la fiabilité. Il faut de l'innovation et de l'efficience. C'est contradictoire et c'est complexe. Pour un pays, il faut réindustrialiser tout en préservant l'environnement. C'est complexe. Il faut récompenser les efforts tout en évitant de creuser les inégalités, voire en résorbant les inégalités. Il faut, voilà la complexité. La complication, c'est la multiplication des structures, des processus, des règles, des normes, de l'empilement hiérarchique ou les stratifications d'État, c'est le cloisonnement, c'est tous les tableaux de bord et l'informatique qui exacerbe de manière exponentielle aujourd'hui cette complication plutôt qu'au contraire la résout, simplifie pour mieux gérer la complexité. Donc oui, au BCG, j'ai dirigé une étude, nous avons comparé la complication des entreprises aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Donc dans ces 4 économies, la complication entre 1955 et 2010 a été multiplié par 35. Dans les 4 économies? En moyenne. D'accord. En moyenne, dans les 4 économies, la complication, donc si on compte, on a fait un index synthétique de nombre de niveaux hiérarchiques, le nombre de règles, le nombre de comités, d'interfaces, le nombre de signatures pour prendre une décision. On a compté tout ça, depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui, multiplié par 35. Entre parenthèses, la complexité des problèmes, elle a été multipliée par 6. Donc vous voyez que la complication a cru comme presque le carré de la complexité. C'est exponentiel. Et comme la complexité ne va pas s'arrêter de croître, parce que le monde se globalise, il y a plus de besoin d'intégration, la complication croissant de manière exponentielle avec la complexité, on va arriver à des labyrinthes insondables, ingérables. Quand on a ensuite comparé les entreprises de ces 4 pays, quel est le pays dans lequel la complication a cru le plus entre les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France? C'est la France. Donc, ah bon oui, on aurait pu penser que c'était les États-Unis avec la judiciarisation, etc. Non, c'est en France que les entreprises ont cru le plus en complication. Et l'industrie dans laquelle la complexité a cru le plus, la complexité des problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, les challenges, les enjeux, les difficultés, c'est entre la pharmacie, l'automobile, la banque et les télécoms, c'est les télécoms. Donc l'industrie dans laquelle la complexité a cru le plus, c'est les télécoms. Le pays dans lequel la complication a cru le plus, c'est la France. Quand vous mettez les deux ensemble, vous avez... Jean-Claude Seyss pour répondre justement et à cette question, à ce que vient de dire Yves Morieux. Oui, je suis assez d'accord. La complexité s'est développée partout à mesure que les économies se développent parce qu'elles vivent dans un environnement de plus en plus hétérogène. L'artisan du Massif central, il y a 50 ans, il avait ses fournisseurs à côté, ses clients à côté. Aujourd'hui, il doit prendre en compte les décisions de l'OMC, il doit prendre en compte les décisions de l'Europe, il doit prendre en compte la gestion du yuan par le gouvernement chinois. C'est plus tout à fait pareil. Donc, c'est un phénomène universel. C'est vrai qu'en France, on est particulièrement bon parce qu'on est centralisateur. Il y a eu une relation très, très, très directe entre aimer la complexité et être centralisateur et bureaucratique. Ça, c'est tout à fait évident. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Donc, universel, mais avec un accent majeur dont on retrouve les résultats dans nos résultats économiques, évidemment. Les pays qui sont décentralisés ont en général de meilleurs résultats. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on libère de l'énergie. Mais nous, on n'aime pas la décentralisation. La France lutte contre la décentralisation. Et quand on organise des échelons intermédiaires au niveau politique, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de pouvoir. Parce que la décentralisation, ça veut dire accepter que des échelons régionaux fassent différemment du centre, de ce que le centre aurait fait. Et il y a 2 circonstances qui ne sont pas favorables. Ou bien
ils font moins bien. Alors vous voyez, la centralisation était nécessaire, puisque si on décentralise, ils font moins bien. Ou bien ils font mieux, et c'est pire. C'est pire, parce que ça montre que ça a fait un benchmark, et ça montre que la centralisation aurait été mauvaise. Donc dans les deux cas, on refuse un certain degré de désordre. Si on veut décentraliser, si on veut rester simple, d'une manière générale, ça veut dire qu'il faut accepter un certain degré de désordre. Et Robespierre, par exemple, disait à l'Assemblée constituante, fuyez, il disait à ses collègues, fuyez le gouvernement d'autrefois, laissez les individus, laissez les familles faire décider pour elles-mêmes ce qui leur paraît intéressant dès lors qu'elles ne nuisent pas autrui, et laissez les communes se préoccuper de leurs affaires. Oui, il avait conscience que c'est au niveau local que doivent être prises les décisions, non pas pour une optimisation théorique, mais pour une optimisation de fait, parce que sinon, mais ça crée du désordre et il faut l'accepter. Autre question des étudiants dans le panel au premier rang. Jeune homme, bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonsoir, Rémi Lombard de l'ESCP Europe. Monsieur Morieux, vous parliez justement d'un index qui permettait de mesurer la complication, la complexification au sein des entreprises. Est-ce que justement, on ne peut pas imaginer un index, quel serait-il, pour mesurer la simplification et la simplicité? Donc, comment mesurer la simplicité? Merci beaucoup. Est-ce que ça existe? Voilà. Alors, ça n'existe pas, donc c'est pour ça que j'ai dû le créer, on a dû le créer. Mais effectivement, vous avez bien noté la différence, on a créé un index de complication, pas de simplification ni de simplicité. Donc est-ce que c'est l'inverse, l'opposé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir comparer des entreprises entre elles sur un même secteur, ou l'évolution d'une entreprise à elle-même à travers le temps. Le risque, cela dit, ce serait de créer un indicateur de plus. Faut faire attention. Parce que il y a des indicateurs de... si on en crée un, on en enlève d'autres, tant mieux. Mais si on garde tout ce que l'on a et qu'on en rajoute un de plus, alors on crée de la complication en plus, supplémentaire. Donc, ce serait possible, bien l'utiliser, et en tout cas ne pas créer une nouvelle commission de la simplification ou Monsieur Simplification, qui est l'opposé justement, c'est une fois plus, c'est rajouter de la complication, une structure qui est la meilleure manière de rien changer en fait. Oui. Mais il ne faut pas oublier quand même l'utilité de ces rapports, de toutes ces commissions. Ils servent au moins à caler des meubles dans des caves, dans des ministères. Au moins qu'on reconnaisse ça à tous les rapports qui ne servent à rien. D'autres questions peut-être au premier rang? Vous bagarrez pas les étudiants, allez-y, je vous en prie. Jeune homme, bonjour. Bonjour, Victor de l'École Polytechnique. Il n'y a pas que des polytechniciens, on vous rassure. Hein. Allez-y. Alors, sachant qu'on vous a déjà écouté depuis bientôt une demi-heure et qu'on vous écoutera encore pendant une heure et avec plaisir, je voudrais savoir, est-ce que, selon vous, on reconnaît un homme brillant à la simplicité de son expression? Et surtout, pensez-vous être des hommes brillants? Alors là, messieurs, va pas falloir se louper. Hein. Il y a l'audace dans la question. Je propose qu'on coupe les caméras, s'il vous plaît, pour pas vous gêner. Non, il y a de l'audace dans la question, il y aurait de la témérité dans la réponse. Jean-Claude Seyss, comment être téméraire et répondre à cette question juste et brillante? Non, je pense qu'être brillant et être efficace, profond, bien cerner les problèmes sont deux choses différentes. Hein. Efficace, ça sert à être élu. Être brillant, ça sert à être élu. Et efficace, ça sert éventuellement à gérer. Yves Morieux, vous avez un regard là-dessus? J'essaie de me souvenir de la question parce qu'elle m'a tellement déconcerté. Mais c'est bon, c'est revenu. Est-ce que vous pensez être un type brillant, Yves Morieux? Non, et puis, est-ce que la simplicité dans l'expression est un des attributs de l'audace? Pardon. Est-ce que être brillant, c'est savoir s'exprimer simplement? En fait, vous voyez, vous avez la réponse. On n'a toujours pas la réponse, en fait. Parce qu'il y a deux solutions. Non, mais je pense que la simplicité demande beaucoup, beaucoup de travail. La vraie simplicité, c'est du travail. Maintenant, quand on est brillant, est-ce qu'on accomplit ce travail de manière plus efficace, plus rapide?
Je ne sais pas, mais en tout cas, brillant, ça a une connotation de rhétorique. Pardon, la simplicité a une connotation rhétorique. La simplicité dans l'expression a une connotation rhétorique qui va pas toujours de pair avec le travail pour rendre un problème complexe ou compliqué plus simple. Je ne sais pas si Einstein était particulièrement simple dans son expression, par exemple. En revanche, Einstein était brillant, mais on n'a pas d'enregistrement, j'en connais pas d'Einstein. Je connais beaucoup de personnes qui s'expriment de manière simple, mais c'est un brillant, un vernis rhétorique. Il n'y a pas forcément un travail de fond ensuite pour accomplir, pour mettre en œuvre. D'autres questions brillantes au premier rang, certainement. Qui prend la parole? Allez-y, les étudiants. On vous apporte le micro ici. Je nomme bonjour. Je vous invite également à vous présenter. Romain Gombert des Mines ParisTech. Est-ce que la simplification n'étouffe pas l'audace en nous infantilisant? Est-ce que c'est étouffant? Allez-y. Non, je ne crois pas vraiment. Mais à la base de la question, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que la simplification nécessite vraiment de l'audace? Alors, la simplification, bien sûr, il y a des simplifications qui ont un caractère anecdotique. Pour vous faire rigoler un peu, un gouvernement récent, par exemple, avait décidé de simplifier les commissions qui l'aident à gouverner. Il y a en France environ 600 commissions. Si vous en voulez la liste, elle est en annexe au budget sur Internet. Et le gouvernement a dit 600, c'est trop, donc il faut simplifier. Et effectivement, il en a simplifié en une vingtaine. La commission des huiles usées, qui a été créée en 1945, par exemple, des choses comme ça. Bon, conclusion, il a modifié, mais il n'a rien changé du tout. Donc ça, c'est anecdotique, il ne faut pas en parler. Mais dès qu'on veut toucher au fond, toute simplification est une réforme. Toutes les réformes ne sont pas des simplifications, mais toute simplification est une réforme. Et donc, on va se heurter à un certain nombre d'obstacles. Par exemple, je vais vous citer, il y a deux types de populations à l'égard d'une simplification. Ceux à qui ça va apporter et ceux à qui ça va prendre. Ceux à qui il va apporter, vous allez dire, vont soutenir la simplification. Eh bien, pas du tout. Je vais vous citer Tocqueville qui disait « Réformer est dangereux ». Le peuple qui supportait, sans se plaindre et sans s'en rendre compte, les lois les plus accablantes, va les rejeter avec violence dès lors qu'on commence à les alléger. Vous voyez que vis-à-vis de ceux qui vont profiter de la réforme, déjà, il y a un certain nombre de risques. Et les politiques qui font semblant de vouloir réformer se gardent bien de le faire parce que ça serait ouvrir la boîte de Pandore. Et puis, en face de ça, il y a une deuxième population, c'est ceux qui vivent de la complexité. Et la complexité, c'est un enjeu de pouvoir, c'est aussi un enjeu économique. Ça va du petit fonctionnaire qui maîtrise le document, le formulaire que vous devez remplir pour faire valoir vos droits et qui va vous regarder de haut, à la multinationale qui va optimiser sa fiscalité sur le plan international, aux professions organisées dont vous avez vu qu'elles manifestent actuellement. Parce que si les sondages montrent que 80% des Français sont d'accord pour qu'on réforme, eh bien, il se trouve que ce sont les géomètres qui sont d'accord pour qu'on réforme les pharmacies et les pharmacies pour qu'on réforme la profession notariale. Mais en dehors de ça, chaque fois que son intérêt est en cause, eh bien, on est contre la réforme et on va tout faire pour lutter contre. On l'a vu avec les taxis, on l'a vu pour toutes les forces organisées. Petite anecdote, j'ai animé récemment un débat sur l'éducation nationale et dans les questions à la salle, je posais la question aux gens en disant qui dans la salle est d'accord pour qu'on réforme l'éducation nationale et l'école. Alors tout le monde a levé la main, parce que voilà. Et quand j'ai posé la deuxième question en disant mais qui est d'accord pour commencer par son école, il n'y a plus personne qui a levé la main. On est vraiment dans ce schéma-là. Je voudrais aller plus loin dans la question de ce jeune homme. Est-ce que simplifier, c'est infantiliser? Il a utilisé ce mot-là tout à l'heure. Je pense que simplifier, c'est infantiliser si on considère que la simplification, c'est justement créer des normes, des procédures ou un monsieur simplification. La vraie simplification, d'après les travaux
les recherches que nous avons faites, ça repose d'abord sur une vraie compréhension de la réalité. Et c'est en ce sens que ça demande du travail. La réalité, elle ne saute pas aux yeux toute faite. Hein. Il faut un vrai travail d'ailleurs, c'est la première règle, le premier principe de ce livre, comprendre ce qui se passe vraiment, ce que les gens font vraiment. Donc, c'est mettre la réalité à jour. Et ça demande effectivement de l'audace. Je reviens au fond de la question, mais je pense que c'est un point important. Ça demande de l'audace parce que c'est mettre au clair les vraies relations de pouvoir, les vraies ou les fausses coopérations, les consensus qui masquent des non-coopérations. Vous savez, l'exemple classique dans la banque, lorsque les back-office et les front-office ne travaillent pas bien ensemble, la solution, c'est de créer un middle office. Et du coup, tout le monde sait, on a résolu le problème, on a créé un middle office. Sauf que quand vous regardez la réalité, vous voyez que là où il y avait un problème avant entre le back et le front, aujourd'hui il y en a deux. Entre le back et le middle, entre le middle et le front, et en plus il faut payer le middle office. Simplifier, c'est supprimer le middle office et mettre en place une vraie coopération. La coopération, ce n'est pas les interfaces, c'est le face-à-face. Donc, quand vous dites, vous croyez avoir résolu le problème, mais vous n'avez fait que le compliquer, ça demande de l'audace, parce qu'il y avait un consensus, tout le monde était tranquille, d'autant plus tranquille qu'on continue à travailler en cheminée, en silo, qu'il y avait justement ce middle office qui protégeait tout le monde. Donc, ça demande de l'audace, parce qu'il faut mettre au clair, au jour, la réalité, premièrement. Et deuxièmement, ça demande de l'audace parce qu'il faut ne pas avoir peur d'enlever. Et comme je disais tout à l'heure, enlever, c'est plus anxiogène que rajouter. Maintenant, est-ce que la simplification s'est infantilisée? Au sens où, oui, au sens où on considère que le problème, c'est la complexité. Si on dit que vous avez un problème complexe, on va le rendre moins complexe, ça c'est infantilisé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'intelligence des gens pour faire face à la complexité. Donc oui, au sens où le problème c'est que c'est trop complexe, on va rendre ça plus simple, ça c'est infantilisé. Maintenant dire c'est trop compliqué, la manière de gérer cette complexité, elle est trop compliquée, il y a trop de structures, de normes, de standards, de procédures, de mesures, de tableaux de bord, de rapports, de meetings, etc. Ça c'est pas infantilisé, ça c'est libérer et faire confiance à l'intelligence, la coopération, plutôt que ce contrôle illusoire des structures, des process. Permettez-moi de rajouter une question. Je vais vous citer, sans choquer personne, un grand philosophe qui devait être Coluche, je pense, qui disait un truc du style « Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ». Et est-ce que finalement, quand on est là dans la simplification et l'infantilisation, cette lancée-là en fait, de Coluche peut être analysée? Qui peut répondre? Je ne vais pas répondre directement, mais il est certain que je ne partage pas l'avis que simplifier puisse infantiliser. Non. La complexité sera toujours trop grande et généralement, elle emploie de l'énergie, elle prend de l'énergie, elle crée des incertitudes, elle n'a que des défauts. Et simplifier ne peut en aucun cas infantiliser. Ce qui infantilise, c'est la promesse de simplification. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va évoquer parce que, justement, dans un monde trop complexe, où les gens perdent tout contact avec la réalité, où ils sont perdus, et ils ont tendance à se réfugier, et c'est particulièrement bien analysé dans, par exemple, un bouquin comme... j'oublie le titre, c'est pas la peine que je mentionne ça. Mais bon, ça veut dire que vous avez des extrémismes religieux, extrémismes politiques, qui, justement, vont jouer sur le besoin de simplicité. Et là, il y a infantilisation, parce qu'il n'y a pas une réalité derrière. Yves Morieux, pour compléter. Je ne sais pas si on a été clair jusqu'à présent, mais il y a deux... Je pense qu'on l'a été, mais je ne sais pas... Ils nous le diront, vous inquiétez pas. Bon, je vais me répéter. Il y a deux sujets différents. La complexité, la complication. La complexité, c'est les problèmes auxquels on est confronté. Comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas le choix. Dès qu'on essaye de simplifier cette complexité, c'est pas possible, et deux, c'est réductionniste, c'est les extrémismes. L'extrémisme, c'est face à la complexité du monde qui croit, mais on a des besoins contradictoires, c'est essayer de trouver un surcritère qui va permettre de résumer et de hiérarchiser tous les autres. La complexité, c'est la multiplicité des critères non
conciliables, non convergents, et qu'on ne peut pas résumer en un surcritère qui permettrait de faire tous les arbitrages. En ce sens, le critère de maximisation de la valeur actionnariale de l'entreprise, je ne sais pas si vous vous souvenez, shareholder value en anglais, c'était tous les choix d'entreprise, finalement, il y a une manière et une seule de les optimiser, de les réussir, c'est de voir le choix qui maximise la valeur de l'entreprise pour l'actionnaire. Ça, pendant toutes les années 90, c'était ce qu'on apprenait dans les écoles de gestion, dans les cabinets de conseil et chez nos clients. Et bien aujourd'hui, ce critère, on s'aperçoit qu'il ne permet plus de faire le tour de tous les critères. On n'a jamais convaincu un syndicat avec une maximisation de la valeur actionnariale de l'entreprise, ni des enjeux écologistes, ni des enjeux politiques. Or, les parties prenantes de la décision se multiplient. Les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les syndicats, les instances de régulation, Bruxelles, etc. Donc, il n'y a plus de surcritères. Eh bien, les extrémismes, c'est dire il y a un critère qui domine tout. Et grâce à ce critère, je réduis cette complexité. Donc ça, c'est trompeur. En ce sens, c'est plus qu'infantilisant. C'est un mensonge. Oui, exactement. C'est un mensonge. Pardon ? C'est le dogmatisme, bravo. Le dogmatisme, c'est la mise en avant d'un critère qui domine tous les autres, un surcritère. Maintenant, le monde de la complication, c'est toutes les réponses qui se veulent bonnes, efficaces, en suivant les méthodes traditionnelles du management, face à cette complexité. On multiplie les structures, on crée un monsieur qualité, un monsieur digital aujourd'hui. Maintenant, le numérique, il y a un monsieur numérique dans l'entreprise. Il y aura un monsieur compliance, il y aura un monsieur diversité, une madame écologie, une madame simplification. Bien sûr. Voilà, ça c'est la complication. Ce sont les fausses bonnes réponses que les théories traditionnelles du management donnent lorsqu'elles sont confrontées à une nouvelle vague de complexité. D'autres questions au premier rang sur ces thématiques passionnantes. On va porter les micros. Allez-y, jeune homme. On pourra le lui laisser. Il le fera passer à son camarade tout à l'heure. Oui, peu importe. Bonjour. Vous lui avez mis un vent terrible à celui de devant. Mais bon, vous réglerez ça tout à l'heure. Jeune homme, bonsoir. Alors, Pierre-Ly, École Polytechnique. Encore, désolé. Ah non, c'est pas possible. Alors, oui, allez-y. Alors, sous quelle forme la simplicité est-elle un avantage concurrentiel ? Donc, par exemple, est-ce que la simplicité serait un bon argument commercial pour une assurance? Ah, chez Covea ou d'autres, oui. Oh, sûrement, ça serait sûrement un avantage, mais bon, là, c'est un avantage concurrentiel absolu dans la mesure où la complication absorbe de l'énergie. Bon, vous supprimez de l'énergie, vous supprimez des coûts, vous communiquez avec plus de facilité, donc vous êtes plus efficace. Et désormais, le design, par exemple, ce n'est pas seulement l'esthétique. Hein. Monsieur Hayek, quand il a inventé la Swatch, il a réussi à passer de 80 rouages ou 80 éléments dans une montre à 35. Donc ça, c'est de la simplicité. C'est un avantage absolu parce que vous évitez des coûts, vous facilitez la communication. Dans l'assurance, c'est un grand problème parce que nous avons une base juridique et donc nous dépendons entièrement de l'État. Hein. On veut qu'on dise tout, si possible en gros caractères et en 3 mots. Bon, mais ça, c'est des promesses que les politiques nous demandent de réaliser parce qu'eux-mêmes n'arriveraient pas à le faire. Mais on n'arrive pas non plus, hein, je vous rassure, car on ne peut pas. Le contexte juridique, le langage juridique était un langage quand même d'abord spécialisé, extrêmement précis. Et donc, il doit être défilé, dévidé, de manière à couvrir toutes les circonstances. Et ça, avec la simplicité, c'est pas possible. Mais on a des solutions après, j'en parlerai tout à l'heure. Autre question, jeune homme, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Louis de Lessec. J'ai une question qui concerne la mise en œuvre de la simplicité. Comment transformer l'organisation qui peut être victime de complications en une organisation apprenante de simplicité ? BCG, j'imagine qu'on vous appelle pour ça. Parce que j'allais dire un truc, vous allez nous répondre à ça, mais finalement, vous, ça vous arrange bien tout ça, puisque vous êtes payé pour aider les boîtes à simplifier. Si tout était simple, le BCG n'existerait pas. On n'aurait pas besoin de consultants, on n'aurait peut-être pas besoin d'être accompagné. Je grossis le trait, évidemment. Mais finalement, vous avez aussi à y gagner là-dedans. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, dans la complication, dans les complexités, il y a toujours des gens qui en tirent parti. Il y a des avantages économiques, il y a des avantages de pouvoir. Yves Morieux, derrière mon impertinence, quelle est la bonne réponse ? On a fait pire, hein, des gens. On m'a dit, vous avez d'abord compliqué pour maintenant gagner de l'argent. Après en avoir gagné en compliquant,
en simplifiant. Et c'est un compliment, vous êtes malin, donc voilà. Donc, je vous remercie d'avoir fait que la moitié du compliment. Le reste arrive, vous inquiétez pas. Le reste arrive. Le reste arrive. Le reste arrive. Donc, bon, rendre l'entreprise apprenante de simplicité, c'est effectivement tout l'enjeu. Pour nous, l'entreprise du 21e siècle, c'est celle qui apprend de manière constante à faire face à cette complexité sans devenir compliquée. Ça suppose deux éléments qui demandent du travail à être mis en œuvre. Ça demande de savoir développer à la fois l'autonomie des gens dans l'entreprise, plus d'autonomie, plus de marge de manœuvre pour pouvoir mieux utiliser son intelligence, son initiative, son ingéniosité, son énergie, mais être capable de combiner cette autonomie avec plus de coopération. C'est-à-dire mettre cette autonomie au service du groupe et de ses résultats. Parce qu'on sait faire l'autonomie, on sait faire la coopération, ce qu'il faut, le vrai moteur, le couple, c'est autonomie plus coopération. Et quand on a ça, alors effectivement, on est bien plus productif. Hein, on n'a pas besoin de. Enfin, les gains en productivité n'ont fait que diminuer ces 50 dernières années, parce que justement, l'entreprise, c'est de plus en plus compliqué. Les gens sont plus satisfaits au travail. Hein, d'après les analyses que nous avons faites, dans le 20% d'entreprises les plus compliquées, la probabilité de désengagement au travail est 3 fois plus grande que dans la moyenne des 80% d'entreprises restantes. Hein, donc on multiplie par 3 la probabilité d'engagement quand on passe dans l'entreprise compliquée. Donc quand on est moins engagé, on est moins productif. Quand on est moins productif, on met plus de pression et on est encore moins engagé, on a un cercle vicieux. Donc c'est un avantage concurrentiel que de rendre l'entreprise apprenante de simplicité. Les deux manières de le faire, autonomie plus combiné à coopération. Oui, allez-y, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue, là, mais j'ajouterai une dimension. Toutes les structures ont une vocation naturelle, ou se sentent une vocation naturelle, à se gonfler. Hein. Et celles qui génèrent le plus de complications, notamment dans l'entreprise, ce sont les bureaucraties, ce sont les fonctionnels. Donc si vous voulez simplifier, il faut d'abord couper les fonctionnels. Parce que des fonctionnels qui n'ont rien à faire, ils inventent du travail, parce qu'ils quand même, ils veulent justifier leur traitement. Et inventer du travail pour des fonctionnels, c'est compliquer le travail des autres. Ça, c'est systématique. Hein. Quand je suis arrivé notamment dans une des entreprises que j'ai redressées, eh bien, j'ai supprimé un échelon hiérarchique, parce que c'était un échelon qui passait l'essentiel de son temps à rendre compte à l'échelon supérieur et à embêter l'échelon du dessous pour que l'échelon du dessous lui fasse des rapports. Donc, c'était aucune contribution, mais une grande complexité. Donc, supprimons, alors encore une fois, tout ce qu'il a dit me paraît parfaitement exact et je le partage, mais en plus, supprimons, et c'est pour ça que supprimer les fonctionnaires en tant que principe général, c'est idiot, mais si on les supprime à un certain niveau, vous verrez qu'il y aura moins de lois. On va simplifier parce qu'on n'aura pas les moyens de compliquer. Oui. Je rappelle que la rencontre, est filmée, qu'elle sera donc diffusée sur Internet prochainement. Attendez, je donne la parole. Voilà, donc c'est moi qui distribue le micro, excusez-moi. Et je vais donc continuer avec les étudiants qui sont là avant de donner la parole au public. Merci beaucoup. D'autres questions ici au premier rang avec le panel des étudiants qui ont préparé cela. Jeune homme, on se retrouve. Oui, de nouveau Rémi Lombard. D'un côté, vous nous dites qu'il faut supprimer les fonctionnels. De l'autre côté, vous nous dites qu'il faut aller vers une entreprise apprenant de la simplicité. Mais très concrètement, quel type d'audace faut-il ? Quel type de leadership faut-il ? Un leadership autoritaire ? Un leadership participatif ? Et est-ce que c'est la même chose dans le secteur public et dans le secteur privé ? Ça, c'est évidemment une très très bonne question, une question centrale. La mode aujourd'hui, c'est l'écoute, la collaboration, etc. C'est très fondamental. Hein, parce que quand on veut réformer, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est, comme il y a eu des tentations et des tentatives même récentes, sans connaître vraiment la situation. Mon voisin l'a dit tout à l'heure, vraiment, quand on réforme, on va s'attaquer à des gens, on va s'attaquer à des intérêts, on va soulever des obstacles, et par conséquent, essayons de limiter le maximum de réactions négatives qui ne seraient pas fondées. Et pour ça, la première chose, c'est consulter abondamment. Et puis, il y a un moment, il faut trancher. Tant pis, il faut passer en force. Avec une précaution. On accuse souvent les politiques de ne pas avoir de courage. Il ne suffit pas d'avoir du courage. Il faut avoir le pouvoir derrière. Hein ? Puisque nous sommes dans l'amphithéâtre Turgot, je vais vous raconter une petite anecdote, justement. Turgot était génial. C'était un ministre de Louis XVI. Il a
été ministre que pendant une vingtaine de mois, mais il était vraiment génial. Et notamment, il a simplifié le commerce du grain. Ça répond un peu à une question précédente, mais oui. Il dit, voilà, dans un préambule très pédagogique à l'édit qui va libéraliser le commerce du grain, ça fait 3 siècles que les rois de France et les édiles de la Commune de Paris font tout, en termes de texte évidemment, pour que Paris soit approvisionné de manière régulière en grains à bon marché. Moyennant quoi, plus personne ne s'y retrouve, il y a des pénuries constantes, et on ne peut se procurer du grain que par des trafics, évidemment à des prix extrêmement élevés. Voilà où mène la complication. Et donc, il a tout simplifié. Mais il a voulu simplifier d'autres choses, et notamment, il a supprimé les corvées, qui étaient quelque chose de complètement archaïque, complètement injuste, etc. Et là, et lui-même l'avait dit à Louis XVI, d'ailleurs, il avait dit « Sire, j'aurais besoin de tout votre soutien, et même si vous me le garantissez aujourd'hui, il n'est pas certain que vous saurez résister à tous ceux qui vont vous demander ma tête. » Il a supprimé les corvées, Louis XVI l'a remplacé, les corvées ont été réinstallées, remises en place. Donc, il ne suffit pas d'avoir de l'audace. Hein. Encore une fois, ne levons pas des obstacles artificiels en méconnaissant des obstacles réels et légitimes. Deuxièmement, attaquons les difficultés en fonction des pouvoirs qu'on détient. Et troisièmement, s'il y a un prix à payer, eh bien, soyons équitables. Ne faisons pas en sorte que la réforme avantage certains au détriment des autres, surtout si les autres ont finalement une légitimité dans leur intérêt. C'est ce qui complexifie tout en plus. Tout ça n'est pas simple. Yves Morieux, des choses pour compléter avant une autre question dans la salle? Je pense que c'est une bonne question. Dans quel style de leadership est le plus adapté pour rendre l'entreprise apprenante de simplicité? Exemple de Turgot. Cette question autour des styles de leadership, tout le monde se la pose. Dans tout livre de management, les revues, on parle des styles de leadership, mais je pense qu'elle induit dans la mauvaise direction. Elle est trompeuse. Elle me rappelle encore le petit film où on dit l'audace, c'est une attitude, etc. Les styles de leadership, là aussi, ça renvoie à une attitude. Il y a des styles comme ça, il faut choisir le bon style. Il y a peut-être des personnalités qui sont plus adaptées à tel ou tel style. Cette vision psychologisante, abstraite, individualisante, pour moi, elle méconnaît la vraie réalité de la simplification, qui est un travail, comme je dis, qui repose sur un construit, et donc elle est plus proche du pouvoir que des styles de leadership. La question, ce n'est pas le style. Le leadership, c'est une manière d'exercer le pouvoir, mais si on n'a pas le pouvoir à la base, on ne peut rien changer, on ne peut rien simplifier. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que la règle numéro 3 dans ce livre, c'est augmenter la quantité totale de pouvoir. Autrement, on ne peut pas simplifier. Il faut du pouvoir pour simplifier. Le pouvoir, c'est la capacité à agir, c'est la capacité à mobiliser dans une direction, c'est la capacité à jouer un jeu collectif, parce que j'ai assez de cartes en poche pour ne pas être perdant. Si dès que je joue un jeu collectif, je suis perdant parce que je n'ai pas les bonnes cartes, je me retire du jeu. Ou je crée des règles pour me protéger. Si vous me donnez maintenant assez de cartes en poche pour peser dans le jeu, pour pouvoir prendre le risque de jouer collectif, alors il y aura plus d'ouverture. Et on pourra simplifier, on aura besoin de moins d'incitation, de moins de contrôle, de reporting, de tableau de bord, parce qu'on aura une vraie coopération qui donne de la simplification, mais qui suppose du pouvoir. Donc au-delà des gloses sur les styles de leadership, participatif, autoritaire, démocratique, centralisé, décentralisé, empathique, non. Quelle base de pouvoir réelle on donne aux gens, aux responsables, à tous les niveaux? Et alors on peut simplifier. Autrement, quand on n'a pas de pouvoir, on crée du contrôle. Et c'est ça qui complique, et on ne résout pas la complexité. Des questions passionnantes encore. Le panel, encore une ou deux questions avant de donner la parole à la salle. Les étudiants, allez-y, jeune homme. Bonsoir. S'il vous plaît. Bonsoir, Antoine Michon de l'École Polytechnique. Tiens donc. On a eu un prix de gros cet après-midi, vous inquiétez pas. Je souhaiterais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Morieux, quand vous parliez des résultats de votre étude sur la comparaison entre l'évolution de la complexité et celle de la complication. Donc, dans le monde actuel qui devient de plus en plus interconnecté et changeant, dans le monde où les entreprises sont de plus en plus internationales et complexes dans leur organisation, comment est-ce que les entreprises elles peuvent faire preuve de simplicité dans la définition et l'implémentation de leur stratégie? J'ai rien compris, donc je vous laisse répondre. Mais comme je savais que j'allais devoir répondre, j'ai... Vous avez anticipé. Mais
Merci pour cette réponse. On va peut-être. Non, mais attendez. Il ne pose pas les questions simples. Si je vous donne une réponse rapide à une question complexe, c'est que je serai peut-être brillant, mais je ne serai pas authentique et utile. La stratégie, aujourd'hui, elle est face, comme je disais tout à l'heure, à de plus en plus de complexité. Donc pour moi, elle est arrivée au bout, elle aussi, elle est en butée, avec tous les modèles traditionnels. Tous les modèles traditionnels de la stratégie conduisent à une impasse. Donc la stratégie doit se réinventer. Dire aujourd'hui la stratégie, comme on doit tout faire, vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être rapide, mais fiable, innovant, mais efficient. Vous avez vu, tout ça c'est contradictoire. La fiabilité, ça suppose des contrôles, mais ça prend du temps, donc c'est plus rapide. Il y a une contradiction entre fiabilité et rapidité. Il faut être innovant et efficient, mais c'est contradictoire. Efficient, ça veut dire qu'on s'appuie sur l'effet d'expérience, on fait la même chose pour la 10e fois, mais du coup on n'est pas innovant. Innovant, c'est faire quelque chose pour la première fois, autrement ce n'est pas une innovation. Il faut faire les deux en même temps. Il faut une cohérence globale, mais il faut une réactivité locale. C'est contradictoire. Donc c'est ça la complexité. Donc comme aujourd'hui on doit tout faire, vitesse, fiabilité, innovation, efficience globale, locale, la stratégie, elle devient labyrinthique, ou alors elle est simpliste, dogmatique, elle se ramène à un critère simpliste, type maximisation de la valeur actionnariale de l'entreprise. Donc moi je pense que la stratégie, il va falloir arrêter d'en faire pour un moment, et changer, simplifier l'organisation pour qu'elle trouve des manières de faire une nouvelle stratégie qui soit plus en face avec cette nouvelle complexité. Aujourd'hui, la stratégie ne veut plus rien dire. Quand vous regardez dans les entreprises, la stratégie ne sert plus à rien. Donc, oui. Non, mais il y a beaucoup d'audace à dire ça, et merci, parce que pour le coup, vous en bousculez certains qui auront les yeux comme ça, et tant mieux. Jean-Claude Seyss, votre réaction? Deux points. Premièrement, sur le plan de la complexité elle-même, les questions que vous posez, il est parfois difficile d'y répondre parce que la complexité n'est pas un phénomène physique comme le poids ou l'énergie, la masse ou l'énergie. Donc chaque cas est un cas particulier. Il n'y a pas de catégorie générale et est donc très difficile de donner des réponses de caractère général. Deuxième point, là je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse de mon collègue. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, puisqu'il parlait surtout d'entreprises, vivent dans le même monde. À quoi sert la stratégie? À marquer des points par rapport aux autres. Voilà. Et donc, par conséquent, il est toujours aussi nécessaire de marquer des points par rapport aux autres dans un monde complexe que dans un monde plus simple. C'est évident. Ping-pong, Yves Morieux. Juste, maintenant, quand vous dites la stratégie, c'est marquer des points, là, je suis 1000 fois d'accord. Non, je n'ai pas dit que la stratégie n'est pas... c'est l'objectif de la stratégie est de marquer des points par rapport à la concurrence. C'est comme ça que je l'ai toujours conçu. Et d'ailleurs, je ne trouve pas que la stratégie, ça soit si compliqué que ça. En réalité, c'est quand on complique la stratégie que les choses deviennent aléatoires et difficiles. Mais fondamentalement, je ne le crois pas. Yves Morieux. Merci, monsieur. Vous avez raison. Ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion, c'est le modèle de Michael Porter, la stratégie à la Michael Porter, dont vous avez entendu parler, dont vous vous souvenez peut-être. Si vous n'en souvenez pas, c'est mieux, parce que si vous en souvenez, il faut l'oublier. Que nous disait Michael Porter? Michael Porter nous disait en 80, quand il a publié sa thèse finie en 73, juste avant que le monde ne change, la troisième révolution industrielle a commencé en 73, il nous disait la stratégie, c'est choisir entre ou bien l'avantage concurrentiel fondé sur les coûts, les prix, on fait pareil que les autres mais moins cher. Voilà comment on se crée un avantage concurrentiel. Stratégie numéro 1, selon Michael Porter. On fait pareil que les autres, mais moins cher. On se construit un avantage concurrentiel fondé sur les coûts, l'effet d'expérience, l'effet d'échelle. Ou, quoi d'autre? L'autre stratégie générique à la Michael Porter? La différenciation, la qualité. On fait quelque chose. Donc, et du coup, d'ailleurs, à l'époque, c'était encore possible de s'organiser. Si on se base sur les coûts, on va créer des structures qui minimisent les coûts. Généralement, c'est la structure fonctionnelle, parce qu'on a des effets d'échelle, etc. Si on se base sur la différenciation géographique, on aura des structures géographiques. On aura une organisation géographique.
ou par produit si on se différencie sur le produit, ou par client si on se différencie sur le client. Le problème est apparu déjà dès les années 80, parce que dès les années 80, dans l'industrie automobile au moins, il était plus possible de choisir est-ce qu'on se battait sur les coûts ou sur la qualité. Si on va demain, mercredi, pardon, on va chez un revendeur d'automobile. Montrez-nous vos voitures. Imaginez qu'ils vous disent, attendez, avant que je vous montre mes modèles, je dois vous rappeler qu'on a une stratégie de coût. Je me fiche de votre stratégie, montrez-moi. Non, c'est très important parce que nos voitures sont pas chères, mais elles sont pas très fiables. Si j'étais vous, j'en achèterais 2 pour avoir toujours une roue de secours. Ça ne marche pas. Donc la stratégie, c'est quoi? Il faut à la fois les coûts et la qualité, la différenciation. Très bien, du coup, l'organisation devient plus compliquée parce qu'on a du fonctionnel, plus du géographique, du produit, du client. La matrice a une dimension. Donc aujourd'hui, la démarche stratégique traditionnelle, pas celle que vous évoquez, mais la démarche stratégique traditionnelle, qui consiste à choisir, est-ce qu'on se bat sur les coûts, sur la qualité, sur l'innovation, sur l'efficience, sur la focalisation, n'a plus de sens. Parce qu'il faut se battre sur tout. La conséquence, c'est de créer des organisations à N dimensions qui chacune répondent à un des critères de performance. C'est le labyrinthe. Donc il faut réinventer la stratégie et réinventer les modes d'organisation, les modes de fonctionnement. C'est en ce sens que je disais, la stratégie aujourd'hui ne sert plus à rien, elle est même contre-productive quand on la fait à la méthode traditionnelle de démarche stratégique. Merci pour ces éléments. On va passer la parole à la salle, donc on va distribuer le micro. Je vous ai vu même très excité depuis tout à l'heure avec votre micro, que je ne sais pas où vous l'avez trouvé d'ailleurs. Et vous bloquez pas, monsieur. Mettez-vous et je vous invite à vous présenter, allez-y. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Cédric Pilot, Subdeco Montpellier. Ah non, on a dit... Si, allez-y, bien sûr. Oui. Juste très rapidement, on parle beaucoup de stratégie et tout. Monsieur Morieux a dit que justement dernièrement ça a beaucoup évolué et que c'est plus relevant. Moi je voulais juste demander une question à Monsieur Morieux. Avec toute la nouvelle technologie, je fais référence à Peter Drucker, qui est un grand éminent américain, oui. Un américain, qui justement faisait référence sur la nouvelle ère de l'information. On parle très peu là ce soir de l'information, et on sait bien que sur les marchés, dans les business, c'est l'insider, c'est celui qui a l'information avant, qui a un peu le premier choix en termes de stratégie, en termes de tactique. Et justement, la question par rapport à l'évolution technologique serait de considérer, comment l'évolution de la technologie qui pourra bientôt peut-être intégrer à l'homme, c'est-à-dire un homme qui sera augmenté, ce qu'on appelle le transhumanisme, peut-être éventuellement nous amener à redéfinir ce qui est réellement la simplicité, la complication et la complexité. Parce que si on a un homme augmenté ou un homme qui est connecté avec les réseaux sociaux, et de plus en plus on va travailler en value constellation, c'est-à-dire des groupes qui vont travailler ensemble, quelle est justement, selon M. Morieux, qui est au Boston Consulting Group, sa vision sur cette nouvelle redéfinition que pourrait être réellement la complexité face à l'information? S'il vous plaît, vous l'avez répété depuis combien de jours la question? Yves Morieux, pour répondre, pardon, permettez-moi mon impertinence, sinon on s'emmerderait dans ce genre de truc. Donc, merci en tout cas. Yves Morieux, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à la question, somme toute simple, de ce monsieur? Il a 1000 fois raison. Oui. Il a 1000 fois raison. C'est ce que je pensais. Il a 1000 fois raison, parce que sa question est une affirmation, et son affirmation, c'est que les nouveaux modes de fonctionnement, d'organisation, y compris l'aide apportée aux personnes, sous-utilisent toutes les nouvelles technologies. Le bouquin, là, je vous dis, c'est pas bien ce que je veux dire, je ne me fais pas de la publicité, mais bon, j'aurais pu l'écrire il y a 30 ans. Bien sûr, les problèmes étaient un peu moins brûlants, un peu moins épineux, mais il n'y a aucune des solutions que je mets en avant là qu'on n'était pas capable de mettre en œuvre il y a 30 ans. À l'époque de Multiplan, de Lotus 1, 2, 3. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Hein. Non mais bon, vous avez raison. Non mais on n'était pas nés, nous. Donc c'est les ancêtres d'Excel, qui est lui-même une espèce de plomberie artisanale comparée à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du big data, le numérique, etc. Mais on n'a pas le temps. Mais approfondissez un point
qui est tout ça. Je ne vais pas répondre de l'homme augmenté, je ne sais pas ma partie, je ne connais pas. Mais l'entreprise augmentée, je connais. Et l'entreprise augmentée, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, l'élément fondamental, c'est la coopération. Alors, on n'a pas le temps, mais lisez, travaillez. La coopération, c'est central. Mais la vraie coopération, ce n'est pas la bonne entente. Hein. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, plus on s'entend bien, moins on coopère. C'est pour ça qu'on a 2 télés à la maison pour ne pas avoir à coopérer avec sa femme. Hein. On s'entend bien mieux pendant la Coupe du Monde de football quand on a 2 télés. On n'a pas à négocier, à mettre le curseur. On s'entend très bien. La vraie coopération, c'est faire des choix, c'est arbitrer, c'est faire des compromis, c'est standardiser, etc. Mais sauf que la coopération, point clé, elle ne se mesure pas. Hein. En économie, ça s'appelle une fonction supermodulaire, désolé, mais la coopération ne se mesure pas. Vous savez, dans la course de relais, vous pouvez mesurer la vitesse totale du bâton, ça se mesure, c'est le résultat de la coopération. Mais la contribution de chacun à la vitesse de l'autre, quand il lui passe bien le bâton, en signalant à l'avance pour que l'autre anticipe, le sang que je mets dans mon bras pour bien passer le bâton, dans mes cordes vocales pour signaler le passage de bâton, il n'est pas dans mes jambes. Donc il est au détriment de ma vitesse, pour faire une super différence dans la vitesse de l'autre. Dès qu'on coopère, on dégrade sa performance mesurable pour améliorer celle du groupe et des autres. Et comme tout repose sur la mesure, what gets measured gets done, résultat, personne ne coopère. Parce qu'on met tous son sang, son énergie dans ses jambes. Et du coup, le bâton, il tombe ou il ralentit. Ou alors, on met un middle office pour prendre le bâton de l'un et le passer à l'autre. Donc là, on gagne encore moins. C'est vrai. Maintenant, donc, comment faire face à cet élément vital mais non mesurable en utilisant les nouvelles technologies? Il y a des solutions. Moi, je travaille sur certaines, mais c'est encore des prototypes. Hein. Mais comment utiliser tous ces éléments, bref, comment utiliser le numérique, le digital, ce qu'on appelle la continuité digitale, pour au moins avoir des informations sur la coopération. Parce que si on n'est pas capable de récompenser ceux qui coopèrent, ceux qui font la différence, ben, ils vont arrêter de faire la différence. Donc, vous avez 1000 fois raison. Merci pour cette question. Allez, on donne le micro dans la salle. Allez-y, monsieur ici, et puis ensuite madame, et puis ensuite là-haut, bien sûr. Monsieur, bonsoir, je vous invite à vous présenter. Bonjour, Jean-François, je suis employé au CEA et élu. Un peu de poil à gratter, on a entendu une litote transmise par le MEDEF, il y a trop de fonctionnaires. Si vous interrogez les pères de famille, mères de famille qui sont dans cette salle, dans une France où il y a 7 millions de chômeurs, demandez-leur si leurs enfants ils voudraient pas être ils veulent pas que leurs enfants soient fonctionnaires. On va pas politiser les choses parce que c'est pas dogmatique. C'est une réalité. Il n'y a pas seulement le MEDEF qui le pense certainement. Voilà. Donc voyez, on va pas. Mais votre question, monsieur, peut-être par rapport à ça. C'est pas tout à fait une question. Là, on va prendre le contre-pied de tout ce que vous dites. Le MEDEF, pour ne pas le nommer, dit le code du travail, c'est trop compliqué. Le conseiller du salarié, lui, il ne le trouve pas trop compliqué. Parce que quand les salariés vont au prud'homme, eh ben, ils gagnent à 70%. Voilà, c'est une simple remarque. Qui paye commande. Voilà. Merci, monsieur, pour cette réaction. On va donner la parole. Quel micro là-haut? Allez-y, donnez le micro à une personne et ensuite à madame, pardon. Allez-y, bonjour. Oui, bonjour, Sophie Fischmann. Moi, je ne suis pas polytechnicienne. J'ai fait mes études dans cette vénérable institution et je suis ravie d'y revenir. Et je voulais passer une question à monsieur Seyss. Vous avez dit que l'audace, c'était d'accepter de faire les choses en univers d'incertitude, mais que ce principe était difficile à appliquer en raison du principe de précaution, en raison d'un juridisme qui est exacerbé aujourd'hui. Donc, quels sont les audacieux d'aujourd'hui ? Jolie question. Oui, c'est une très belle question. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui réussissent et tous ceux-là ont franchi en permanence des lignes jaunes. Et ça depuis l'origine. Hein. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai fait une partie de ma carrière au Crédit Agricole. C'était un établissement public. On a en permanence franchi la ligne jaune. Donc, au bout de 3 ans, on se fait taper sur les doigts. On dit, bon, OK, ben, on arrête là, mais on ne recommence pas. Le gouvernement changeait. Le lendemain, on recommençait. Et 3 ans après, et en 15 ans, d'une banque spécialisée, on est devenu une banque générale. Mais si vous prenez, par exemple, le patron de certaines radios, par exemple, M. Baudecroux, qu'est-ce qu'il a fait? Groupe Énergie. Groupe Énergie, mais comment il a fait? Chaque radio locale devait émettre sur 1 kilomètre, je ne sais pas quoi. Oui. Il s'en est foutu. Prenez Fiducial, un gros groupe de comptabilité.
la comptabilité, ça doit être fait par des experts comptables. Ben, lui, il a dit, oh, je prendrai un expert comptable et puis 100 bureaucrates qui feront de la comptabilité. Pendant 20 ans, on l'a embêté sur le plan juridique. Procès. Il a construit un groupe, et puis après ça, comme toujours, ça a été avalisé. Donc, finalement, il y a des gens qui réussissent parce que, justement, ils ne se laissent pas trop impressionner et prennent des risques. Parfois, ça les emmène sur les bancs des tribunaux. Parfois, ils ont des amendes, etc. Mais les gens qui réussissent, les gens qui ont construit ce pays, qui continuent à le construire au quotidien, ce sont des gens qui s'affranchissent d'une lecture peut-être trop bureaucratique de la loi. D'autres questions? Allez-y, vous avez le micro, allez-y. Puis pendant qu'on apporte le micro à madame, s'il vous plaît, allez-y, mademoiselle. Le micro à madame et monsieur, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, Akram, je suis entrepreneur. Je ne suis pas polytechnicien, malheureusement pour moi. Je veux parler de la complication dans les entreprises classiques, celles qui dégagent le plus de profit. Sans les citer, les banques, les finances, etc. Il n'y a certainement pas que ça, mais allez-y. Ne soyons pas simplistes dans les images, s'il vous plaît. Oui, ne soyons pas simplistes, effectivement. Merci. Mais votre question. Beaucoup d'entre elles introduisent sciemment la complication pour justement flouer leurs produits, rendre opaques certains de leurs produits. Je parle bien sûr des produits financiers que nos jeunes têtes polytechniciennes essaient d'inventer tous les jours. Pas de généralité. Pas d'attaque. Non, mais pas de généralité, surtout parce que ça doit concerner beaucoup de gens. Non, mais voilà. Mais malheureusement, le monde de la finance embauche beaucoup de gens brillants. Je ne dis pas le contraire, hein, les politiciens sont très brillants, mais malheureusement, ils utilisent leur intelligence des fois à mauvais escient. Voilà. Monsieur, on parlait de simplification ce soir, ne soyons pas simplistes vraiment, c'est autre chose. Ma question, s'il vous plaît. Les entreprises qui engendrent beaucoup de profits, ont-elles intérêt vraiment à simplifier leurs produits, voire même leurs process? C'est ça ma question. Et derrière la question de monsieur, permettez-moi, monsieur, de l'élargir. Il y a celles qui font beaucoup de profit, mais on revient à la question de est-ce que la fonction publique a intérêt à simplifier les choses? Est-ce que les entreprises, même qui ne font pas beaucoup de profit, en gros, est-ce que tout le monde a intérêt à ne pas simplifier? Pour ne pas rester que sur un cas particulier, finalement, ça peut concerner tout le monde. Yves Aurieux pour répondre, et peut-être Jean-Claude Seyss ensuite. Et donc, je pense que votre question, elle est tout à fait légitime. Est-ce qu'il est dans l'intérêt? Bon, une fois de plus, la simplicité dans les produits, parce que là, vous parlez de la construction du produit. C'est-à-dire que le produit lui-même, il est simple pour celui qui l'a acheté. Autrement, les collectivités territoriales n'y auraient pas eu recours, et c'est ce qui, malheureusement, leur a posé des problèmes. Oui. Il avait l'air simple en apparence, hein, mais sa construction était, pour moi, elle n'était pas compliquée, elle était complexe. Hein. C'est une construction complexe, et cette complexité a échappé à toute espèce de contrôle. Donc, pour être rapide, les entreprises ont tout intérêt à simplifier leur fonctionnement. Ça ne pourra qu'augmenter leurs profits. Aucune entreprise n'a intérêt à compliquer son fonctionnement. Les pouvoirs publics ont tendance à pousser les entreprises à compliquer leur fonctionnement. Hein, il y a dans le monde bancaire, le middle office dont on se moquait tout à l'heure, il est imposé souvent par les organismes réglementaires. Parce que les organismes réglementaires disent qu'il ne faut pas qu'il y ait de connivence entre le back-office et le front-office. Donc on va créer un middle office. Hein. Donc cette complication, elle vient souvent des normes et en tout cas, elle ne sert jamais l'entreprise ni le consommateur. La complication, comme l'a très bien dit Jean-Claude, elle consomme de l'énergie, c'est du travail sur le travail. Ce n'est pas du travail, la complication, c'est du travail sur le travail. Maintenant, est-ce que l'entreprise a toujours intérêt à simplifier ses produits? Elle a toujours intérêt à simplifier ses produits. Mais, parfois, c'est complexe de simplifier les produits. Parce que si je veux faire dans le transport aérien ou dans la banque, si je veux vous donner le choix, vous voulez aller à Bruxelles en train, vous voulez aller à Londres en avion, si je vous donne 200 tarifs possibles pour causer le plus de choix, ça devient très compliqué de décider. Donc vous allez vouloir quelque chose de plus simple. Mais plus simple, c'est un tarif. Alors comment je fais pour avoir à la fois du choix et une lisibilité, une facilité à naviguer entre ces choix? Eh bien ça, c'est complexe. Mais ça, c'est un attribut du produit. La simplicité, c'est un attribut particulier du produit. Tout le monde y a intérêt, mais c'est contradictoire avec le choix qu'on veut donner au client.
Donc moi, à part ça, l'entreprise, est-ce qu'elle a intérêt à complexifier son fonctionnement interne? Jean-Claude a dit oui, la complexité, c'est l'intelligence, c'est les interactions, c'est les neurones, le cerveau est complexe, il n'est pas compliqué. Jean-Claude, vous souhaitez réagir et ensuite je suis tout à fait d'accord que les entreprises ont intérêt à simplifier. Mais les entreprises, ce n'est pas un organe qui fonctionne tout seul. Il est composé d'êtres humains qui sont des services, par exemple. Et vous avez des services qui jouent le rôle que je disais tout à l'heure et cherchent à développer leur rôle. Et donc, tel service va développer telle partie bureaucratique, etc. Et il faut un management qui comprenne bien les enjeux. Je rejoins Yves Morieux. Il faut savoir, le management doit savoir ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas très facile, hein. On a tous un cursus et en dehors de ce cursus, on a une connaissance indirecte des choses. Donc, il faut bien connaître les choses. Et puis, qu'est-ce que je vais faire du fil de ma cité? Si vous êtes d'accord, c'est déjà bien. On a intérêt à simplifier. Mais par contre, il arrive que les structures, elles, aient intérêt à complexifier. Hein. D'autres questions, madame? Bonjour, vous avez le micro. Oui, bonjour. Sophie Jacques, question à monsieur Morieux. Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu plus les mécanismes de coopération, notamment dans les grands groupes où on sait que la nature humaine ne va pas forcément ou n'a pas d'enclin effectivement à mettre en place ces cette coopération? Est-ce qu'on parle de coopération? Est-ce qu'on parle aussi de coproduction, par exemple, d'un travail quotidien, d'idées? Yves Morieux. D'accord. En fait, il y a plusieurs manières de faciliter la coopération et les groupes commencent à mettre en œuvre, mais on est encore très loin de la mise en œuvre de tout ce qu'on vient de dire. Hein, parce que audace, parce que travail, et puis on n'a pas que ça à faire, il faut aussi vendre. Hein, la boutique reste ouverte pendant les travaux de simplification. Donc c'est vraiment très très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut un peu les aider. Donc moi, les règles, les principes, j'essaie de les résumer. Dans ce livre, justement, il y a plusieurs principes qui sont utilisés par les entreprises qui arrivent à simplifier. Mais par exemple, un principe intéressant, c'est de renforcer les managers, les cadres, en tant qu'intégrateurs. Leur donner le pouvoir et intérêt à agir comme des intégrateurs. Un intégrateur, il va être capable d'absorber dans ses choix, dans ses décisions, des éléments de la complexité, et on aura besoin de moins de structures. On aura besoin de moins de dimensions dans la matrice. Donc on a un intégrateur, il a pouvoir et intérêt à faire coopérer les autres. Donc, exemple, dans un hôtel, prenez dans un hôtel, quelle est la fonction qui devrait avoir le rôle d'intégration, qui est entre le client, entre la maintenance, le personnel d'étage, ceux qui nettoient, c'est qui? Le réceptionniste. D'ailleurs, donc renforcer le management en tant qu'intégrateur dans un hôtel, c'est renforcer le réceptionniste. Bon, et d'ailleurs, dans les hôtels de famille, les hôtels qui appartiennent à une famille, par exemple, les hôtels de... eh bien, le propriétaire, il est où? À la réception, bien sûr. Parce qu'il a compris que c'était la fonction à renforcer. Quand vous renforcez le réceptionniste en tant qu'intégrateur, tout d'un coup, la maintenance, le personnel des tâches, ceux qui nettoient, qui font la cuisine, qui reçoivent le client vont coopérer. Et on n'aura plus besoin de contrôle, de préposés aux vérifications, de reporting. Vous aurez donc, deuxième élément pour simplifier, c'est de réduire les ressources. Alors peut-être les ressources fonctionnelles, vous avez donné une piste, mais pour reprendre l'exemple tout à l'heure, si vous supprimez la deuxième télé à la maison, je vais devoir coopérer avec ma femme. Hein, on va devoir coopérer. Donc où sont les deuxièmes télés dans l'entreprise? La deuxième télé, c'est ce qui rend les gens autosuffisants. Parce que si je suis autosuffisant, j'ai plus besoin de travailler avec les autres. Et donc on n'a plus besoin de coopération. Et s'il n'y a plus besoin de coopération, on n'a plus d'entreprise. On n'a plus de profit, on n'a plus de compréhension des vrais besoins du client, on n'a plus d'innovation, de technologie. Et on ne peut plus investir pour l'avenir. Donc, quand vous réduisez les ressources, alors ça ne va pas plaire, mais c'est comme ça, quand vous réduisez les ressources, il faut le faire intelligemment. L'objectif, ce n'est pas de réduire les coûts, c'est pas ça, c'est de rendre personne autosuffisant. Et quand je ne suis pas autosuffisant, quand je n'ai pas tous les budgets, tous les équipements, tous les systèmes, toutes les équipes dont j'ai besoin, je vais devoir travailler avec les autres. Et dès que je travaille avec les autres, le tout vaut plus que la somme des parties. Donc, deuxième principe, que personne ne soit autosuffisant. Enlever des ressources. Non pas pour réduire les coûts, mais pour rendre obligatoire, incontournable le jeu collectif.
Vous supprimez la deuxième télé. Ça, c'est un autre principe. Et toujours dans l'idée de simplifier. D'autres questions? Qui a le micro dans la salle? Allez-y, madame, bonjour. Bonjour, ma question s'adresse également à monsieur Morieux. Vous avez dit que la stratégie telle qu'elle existait aujourd'hui n'avait plus lieu d'être et qu'il fallait la réinventer. Vous avez également dit que la simplicité passait par de l'autonomie et de la coopération. Est-ce que pour réinventer la stratégie telle qu'elle existe aujourd'hui, il faudra y injecter de la simplicité? Et du coup, comment se définirait la nouvelle stratégie, si le mot pourra être utilisé? Merci. Merci pour la question. Yves Morieux. Moi, je travaille beaucoup sur l'organisation, je travaille moins sur la stratégie. Ma conclusion en travaillant avec mes collègues, c'est celle que je disais tout à l'heure. Les modèles traditionnels de stratégie sont devenus obsolètes. Donc c'est en ce sens où il faut arrêter d'en faire. Il faut réinventer l'approche stratégique, vous avez raison. Est-ce que c'est en la rendant plus simple? Et si oui, à quoi ça ressemblerait? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Parce que la stratégie, c'est comment je m'y prends face à la complexité. L'organisation, c'est comment je fais ça sans devenir compliqué. Donc comment on va s'y prendre face à la complexité? C'est ça la question de la stratégie. Comment on construit un avantage concurrentiel quand cet avantage repose sur des critères de plus en plus nombreux et contradictoires? Faire ça en simplifiant, ça va prendre une forme que j'ai pas encore, que je n'entrevois pas. Aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est travailler beaucoup sur la prospective, l'anticipation, permettre aux décideurs d'avoir des scénarios. On ne sait pas lequel se produira, mais on a des scénarios. Et en fonction de l'évolution, on peut se dire, tiens, on se rapproche plus de tel ou tel scénario. Donc, ce n'est pas des scénarios pour faire de la prévision, c'est des scénarios pour aider à l'anticipation. Et au fur et à mesure où le temps passe, on dit, tiens, c'est le scénario plutôt B qui semble se dessiner à l'horizon. Qu'est-ce que l'on peut faire organisationnellement dans nos produits, dans nos services, dans nos implantations industrielles pour y répondre? Donc voilà aujourd'hui à quoi elle ressemble. La stratégie, c'est une aide à l'anticipation qui permet de prioriser, de faire des choix, mais ce n'est plus les modèles des années 80. Jean-Claude Seyss, pour compléter. Oui, je voudrais renouveler ma divergence d'appréciation par rapport à Yves concernant la stratégie. Il n'y a plus de modèle, comme y a-t-il, de stratégie. Mais dès lors qu'il y avait un modèle, ce n'était plus une stratégie. Moi, je n'ai jamais considéré qu'il y ait eu des modèles de stratégie, parce que ça ne s'achète pas au prix unique, ce n'est pas dans des boîtes. Hein. Alors, à cet égard, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de modèle de stratégie, ou s'il y en a eu, ce n'est pas des stratégies. Chacun doit élaborer sa stratégie, aujourd'hui, comme hier, et probablement comme demain. Hein. D'autres questions? Quel micro dans la salle? Allez-y, venez ici au bas de la salle. Monsieur, bonsoir, vous avez le micro. Oui, bonsoir, Brice de Cromard. J'ai une question pour Yves Morieux. Tout à l'heure, vous parliez d'augmenter le pouvoir dans l'entreprise. Donc, pour moi, je comprends... C'était même élargir les pouvoirs. Donc, quelque part, c'est mieux le distribuer, plus le distribuer aux collaborateurs de l'entreprise. Vous parliez de renforcer le pouvoir du réceptionniste tout à l'heure. Aujourd'hui, dans notre pays, je considère que le pouvoir, on est dans un pays centralisateur, donc le pouvoir il est concentré dans les mains de quelques-uns. Donc comment peut-on faire? Comment faire si ces quelques-uns ne veulent pas distribuer le pouvoir, et ceci sans faire la révolution? Et c'est un vrai problème qui peut s'appliquer en effet dans toutes les strates de la société. Comment répondre à cette question philosophique intéressante? Très intéressant. Donc, merci. Là, il faut augmenter la quantité totale de pouvoir. Augmenter la quantité totale de pouvoir, c'est justement ne pas avoir à le distribuer. Vous avez 1000 fois raison, le pouvoir, ça ne se distribue jamais. Par définition du pouvoir, ceux qui l'ont le gardent. Par définition, c'est intrinsèque. Donc le système est ce qu'il est parce que les puissants sont ce qu'ils sont et font ce qu'ils font. Et les puissants, par définition, ne vont jamais se départir de leur pouvoir. C'est contradictoire, c'est impossible. Et maintenant, une autorité supérieure peut décider dans l'entreprise que, tiens, le commercial a trop de pouvoir, on va lui enlever du pouvoir et en donner plus à la fabrication, aux usines ou au marketing, à la recherche, etc. Ça, c'est ce que l'entreprise a toujours fait. C'est-à-dire, c'est l'empowerment, la base de l'empowerment, c'est la distribution du pouvoir. La redistribution, ça, c'est mauvais. Parce que quand on renforce les uns en affaiblissant les autres,
les autres feront moins bien que ce qu'ils faisaient. Si vous diminuez mon pouvoir, le pouvoir, rappelez-vous, le pouvoir, c'est la capacité à agir et à mobiliser dans une direction. Si vous m'affaiblissez mon pouvoir, je ferai moins bien que dans le passé. J'atteindrai moins mes résultats. Mais les entreprises n'ont pas compris. Elles se disaient, il faut renforcer les uns les autres. Elles les renforçaient sans se rendre compte que c'était en prenant du pouvoir à ceux qui en avaient jusqu'à présent. Donc dans un État, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'autorité supérieure, c'est le pouvoir par définition. Dans l'entreprise, c'est possible et c'est mauvais. Ce qu'il faut, c'est augmenter la quantité totale de pouvoir disponible pour avoir un jeu à somme positive. Jusqu'à présent, c'est un jeu à somme nulle. Pour renforcer les uns, on affaiblit les autres. Comment avoir un jeu à somme positive où on augmente la quantité totale de cartes dans le jeu pour que je puisse en avoir plus en poche sans en prendre dans la poche du voisin? Ça, ce n'est pas une distribution du pouvoir, c'est une production du pouvoir. Il faut savoir produire plus de pouvoir. Et dans l'entreprise, c'est possible. Il y a des principes pour le faire. Dans un État, je pense que ça aussi, c'est possible de le faire, et que la subsidiarité à la Robespierre dont on parlait tout à l'heure, c'est donner plus de pouvoir au niveau local. Mais si ça suppose d'en enlever au niveau supérieur, il ne faut pas compter sur le niveau supérieur pour le faire. Hein. Donc il faut trouver des manières de créer de nouvelles bases de pouvoir au niveau local plutôt que la redistribution. Si on s'appuie sur la redistribution, elle ne se fera jamais parce que par définition, ceux en charge de la distribution, c'est ceux qui ont le pouvoir. Un complément rapide, s'il vous plaît, Jean-Claude Seyss. Simplement deux notations. Premièrement, il ne faut pas regarder le pouvoir comme étant simplement, disons, le caporalisme militaire. Hein. Le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir, tout le monde ne le veut pas. Tout le monde ne le veut pas. Moi, j'ai eu dans ma carrière des gens qui ont refusé des promotions parce que le pouvoir, c'est un risque, parce que le pouvoir, c'est une responsabilité, parce que le pouvoir, c'est aussi un engagement. Donc, tout le monde ne l'accepte pas, croyez pas. Et d'autre part, en France, on a, je ne sais pas, ça doit exister partout dans le monde, mais on est assez fort sur ce plan-là. À tous les niveaux de la hiérarchie, d'ailleurs, on a le syndrome du petit chef. C'est-à-dire qu'on ne prend que l'aspect négatif du pouvoir. Et on empêche, en quelque sorte, les gens de s'exprimer en mettant des vétos, en mettant des règles, en mettant des trucs comme ça. Et ça, vraiment, il faut éviter ça. Parce que le petit chef, hein, il décide, mais il ne décide rien du tout. Moi, je définis le petit chef comme ayant une attitude dissymétrique en fonction de ses subordonnés et de ses supérieurs hiérarchiques. Le petit chef, il est tyran à l'égard de ses subordonnés, il est vraiment carpette à l'égard des supérieurs. Alors que le vrai responsable hiérarchique, il a une attitude à peu près symétrique à l'égard de tous les niveaux. Mais encore une fois, tout le monde ne le veut pas, tout le monde ne le souhaite pas et tout le monde ne le peut pas. Allez, je prends une dernière question dans la salle parce que je suis obligé de malheureusement tenir la pendule. Quelqu'un a-t-il le micro là-haut déjà? Allez-y, vous l'avez, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous serez la dernière question de la journée. Un peu de pression. Donc, Clément Richard, étudiant à l'EDEC. J'avais une question par rapport à la simplicité. J'ai un peu l'impression que c'est une constante fuite en avant, en fait. La complication, elle va revenir forcément à un moment donné au sein de l'entreprise, notamment. Et donc, est-ce que l'audace de la simplicité au sein de l'entreprise est réaliste sur le long terme? Est-ce que c'est réaliste? Finalement. C'est une course de vitesse. Il y a deux vitesses d'horloge différentes. Il y a celle de la complexité des affaires. Et celle-là, elle a cru, je vous l'ai dit, elle a été multipliée par 6, d'après nos calculs, depuis 1955. Et il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête, étant donné que ce qui la déclenche, l'innovation technologique, les choix du consommateur, les évolutions réglementaires vont continuer. Donc, derrière, l'entreprise complique pour faire face. Maintenant, elle a compris qu'il fallait arrêter de compliquer. Donc, elle va essayer de simplifier. Mais plus cette complexité avance, plus l'entreprise, aujourd'hui, elle a beaucoup de retard parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle était embutée par rapport aux solutions traditionnelles. Donc, elle va compenser son retard. Mais à quelle vitesse la complexité va continuer à croître et comment on va savoir inventer les nouvelles solutions pour y faire face? Voilà le vrai enjeu. Et nous, on se bat, tout ça ici, ensemble, pour éviter qu'on complique davantage face à cette complexité. Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, si on n'y arrive pas, vous avez raison. Mais si on y arrive, vous aurez tort.
Et le but, c'est de vous donner tort, bien sûr. Jean-Claude Seyss, pour terminer. Oui, en fait, on complique. L'environnement nous pousse à compliquer. Et actuellement, par exemple, l'Europe, nous, en tant qu'assureur, on est confronté à une nouvelle réglementation qui s'appelle Solvabilité 2, mais c'est monstrueux. Oui. Il y a un mur. On va vers un mur. Hein, les banques vont vers un mur. Comme la société a besoin de survivre, eh bien, il y a des choses qui se créent à côté. Donc la simplicité, elle ne va pas se recréer au niveau nécessairement d'entreprise. On va travailler pour, les pouvoirs publics travaillent pour, les entreprises travaillent pour se simplifier. Mais globalement, on va vers la complication des choses. On va donc vers un mur. Et en réalité, comme Schumpeter l'a dit pour l'économie, en réalité, les structures sociales ont besoin d'aller vers le chaos pour se recréer à un niveau de simplicité plus élémentaire. Et on y va. On y va. Regardez, on a compliqué de manière phénoménale la réglementation sur les banques. Les banques ne font plus vraiment leur travail. Se crée un nouveau système, le shadow banking. Pour les petits, les crowdfunding. Parce qu'on arrive à des murs. Bien sûr. Alors le problème qui va se poser, peut-être si c'est une conclusion qu'il va falloir faire dans un instant, comment est-ce qu'on franchit les murs? Ah, vous voulez que je conclue pour moi? Je vais vous demander la conclusion parce que finalement, on s'est dit beaucoup de choses passionnantes aujourd'hui. Beaucoup de questions qui vont rester en suspens. Alors, premièrement, il y a une question qui a été posée. Votre conclusion? Voilà, je la dis en quelques mots. Il y a une question qui a été posée relativement à la technologie. Et là, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. D'abord, et ça peut repousser le mur, il y a la prise en charge de la complication par justement les nouvelles technologies. Un avion d'aujourd'hui est 100 fois plus compliqué qu'un avion des années 50, mais il est plus facile à piloter. Et ça, on peut le faire dans beaucoup de choses. Bien sûr. Ça ne va pas supprimer le mur, ça va le repousser. Et puis, le chaos, il faudra bien qu'il vienne, parce qu'on ne recréera pas sans chaos. Et il a commencé, d'ailleurs, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Hein. Si je vais évoquer, par exemple, puisqu'on est à la Sorbonne, je vais évoquer Marshall McLuhan, hein, qui a dit, finalement, nous vivons dans une société qui est l'enfant de l'alphabet, de l'imprimerie et de la machine à vapeur. Et ça a créé une société centralisée, bureaucratique. Hein, les États sont puissants, centralisés, bureaucratiques, les entreprises sont puissantes, bureaucratisées, etc., etc. C'est aussi, ça a généré une forme de logique séquentielle, logique cartésienne, qui a imprimé toute notre organisation sociale. Avec les nouvelles technologies de l'information, on arrive dans un univers totalement nouveau. D'abord parce que, sur le plan purement intellectuel, on n'est plus alimenté simplement par l'écriture qui a généré cette culture et cette réflexion cartésienne, séquentielle, etc. On intègre l'instantanéité, on intègre des éléments de son, on intègre des éléments d'image, donc on intègre de l'émotivité, on intègre de la décentralisation, et tout ça fait que l'ancien monde, progressivement, va s'écrouler. Les États, c'est en cours, les entreprises se vident, on fait des chômeurs, mais bon, la propriété intellectuelle, par exemple, est en train de s'effondrer, on fait des Adopi pour consolider provisoirement les choses, mais bon, ça amène à des gens qui n'ont rien à voir avec un auteur à lui verser des rémunérations. Bon, on est en train de basculer dans un monde qui va vers le chaos, d'une certaine manière, mais qui sera un nouveau stade de simplicité à partir duquel on pourra reconstruire. Merci beaucoup. Yves Morieux, votre mot de conclusion. Donc, la complexité, elle, amène à revoir fondamentalement les stratégies d'entreprise. On travaille là-dessus, mais ce n'est plus les modèles traditionnels, il faut les oublier. On travaille sur l'avantage adaptatif. L'avantage adaptatif, c'est faire travailler sur les scénarios, c'est travailler sur les business models, et ça, ce n'est pas les modèles traditionnels de stratégie, et c'est modifier l'organisation, c'est simplifier l'organisation. Il y a des manières de le faire. Aujourd'hui, c'est le sujet brûlant des entreprises. Dans toutes les entreprises, on demande à travailler sur la simplification, mais je dirais que le fait que vous soyez si nombreux dans cette salle, ça montre que ça nous touche tous. Tout le monde souffre de cette complication, et ce dont on est persuadé, on n'est pas persuadé, ce dont on a la preuve aujourd'hui, les travaux que vous en fait le montrent, c'est que quand on arrive à simplifier l'entreprise, on améliore simultanément la performance et la satisfaction au travail.
hein. On améliore simultanément performance et satisfaction. Donc il n'y a pas besoin. C'est plus une histoire de compromis comme dans le passé, de combien je peux améliorer la performance sans trop tuer le moral des gens. Non, on peut améliorer les deux simultanément. Et quand on améliore les deux simultanément, parce qu'on a enlevé le labyrinthe dans lequel ils perdent sens, direction. En plus, on a un cercle vertueux de deuxième ordre. Comme les gens sont plus engagés, ils sont encore plus productifs. Et comme ils sont plus productifs, on a encore plus de marge de manœuvre pour satisfaire leurs aspirations. Donc il faut simplifier, il y a des manières de le faire. Il n'était pas simple de faire simple. Merci de l'avoir fait. Vous me permettrez d'associer à vos applaudissements le panel étudiant qui a travaillé là-dessus, les équipes formidables de CHK et de la Cité de la Réussite, les équipes logistiques, à la vidéo, sur la lumière parce qu'ils font un boulot génial. Et merci pour le bonheur que j'ai d'être parmi vous. On se retrouve demain toute la journée. Bonne soirée à tous. Là, il y en a deux, c'est ça.